Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Vif débat au Sénat sur le projet de loi relatif au logement social. La droite proteste contre le calendrier qu'elle juge précipité. La majorité rétorque qu'il s'agit d'une urgence nationale. Le gouvernement veut atteindre 150 000 logements sociaux par an. Alors, est-ce réalisable? C'est le débat du 22h avec une enquête à suivre de notre journaliste Joachim Rob sur le mal logement en France. Il était prévu pour ce soir. Finalement, le nom du successeur de Martine Aubry à la tête du PS sera connu demain. Les tractations se poursuivent en ce moment même entre Solferino, Matignon et l'Élysée en coulisses. Les discussions ne portent pas tant sur le nom du futur premier secrétaire, Harlem Désir faisant figure de favori, que sur la composition de la direction. Tout sera fait pour réduire l'ampleur des suppressions de postes. Par cette phrase, François Hollande promet de limiter la casse sociale après le rapport d'experts qui juge la restructuration inévitable chez PSA. Mais les salariés crient à l'abandon. Alors a-t-on atteint les limites du volontarisme politique? Analyse à suivre de Jean-Louis Gombault et réaction sur ce sujet et d'autres de notre invité politique. Il est candidat à la présidence de l'UMP, Henri Guénaud, dans un instant. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. C'est un sujet qui nous intéresse tous et c'est une question de priorité nationale. Clame le gouvernement. Le projet de loi sur le logement et en particulier sur le logement social est examiné en ce moment même au Sénat. L'opposition reconnaît de nombreux points positifs au texte mais proteste sur la forme. C'est le premier texte de cette rentrée et déjà la première polémique. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Contre la présentation qu'elle juge précipitée de la loi sur le logement. À peine examinée en commission ce matin, elle arrive dans l'hémicycle et devrait être votée d'ici jeudi soir. Trop rapide pour l'opposition. Nous ne sommes pas très satisfaits. Le Sénat n'a pas l'habitude de travailler comme ça, sous la pression, les exigences du gouvernement. C'est pas du bon travail. Sur le fond, pourtant, peu de monde pour critiquer la réforme qui vise à céder des terrains publics pour y construire des logements sociaux. Autre volet qui sera discuté, le relèvement de 20 à 25% du taux de logement social dans les communes. L'ancien ministre du Logement Benoît Apparu, venu éclairer les sénateurs UMP sur le texte, demande simplement quelques aménagements. Ce n'est pas un texte sur lequel on aura une opposition lourde, farouche des sénateurs UMP. Donc voilà, on aura une position partagée en disant qu'on partage la philosophie générale du texte qui est de dire il faut plus de logements sociaux dans certains territoires, mais les modalités de mise en œuvre de ce texte ne sont pas forcément judicieuses. Si la séance a débuté sur des interventions critiques de l'opposition, très vite le président du Sénat a justifié son examen rapide et a voulu calmer les esprits. Dans un moment où notre peuple est en souffrance, nous devons faire preuve aussi, je le crois, d'un sens des responsabilités. Nous devons le faire aujourd'hui pour répondre à une urgence sociale. Et c'est pourquoi, tout en prenant acte de vos remarques, dont je redis qu'elles étaient légitimes, je pense que nous pouvons dès à présent, mes chers collègues, et dans de bonnes conditions, passer à l'examen du projet de loi. Si l'opposition a voulu marquer la rentrée, le ton est très vite redevenu apaisé pour l'examen d'un texte que le gouvernement veut voir rentrer très vite en application. Initialement prévu pour ce soir, le nom du successeur de Martine Aubry sera finalement connu demain. Officiellement, la première secrétaire du parti doit encore consulter le Premier ministre ce soir pour départager les deux prétendants, Harlem Désir et Jean-Christophe Cambadélis. Officieusement, les tractations porteraient essentiellement ce soir sur la composition de la direction, le nom du successeur étant déjà tranché. Harlem Désir fait figure de grand favori, Paul Bouffard. C'est un feuilleton qui n'en finit plus de durer. Harlem Désir, Jean-Christophe Cambadélis, seule la première secrétaire encore en poste, Martine Aubry, a la clé de leur destin. Ce soir, rien ne filtre rue de Solferino. Le nom de son successeur devait être connu à l'issue d'un bureau national, finalement annulé. En cause, la répartition des secrétariats nationaux, plus compliquée que prévu. Aux dernières heures du suspense, l'eurodéputé Harlem Désir a pourtant pris de l'avance. Il est le candidat préféré des sympathisants socialistes et des ténors de la majorité présidentielle. Un feuilleton qui aura fait parler aussi par sa procédure. Certains jugent l'élection, la désignation du nouveau premier secrétaire, digne d'un régime monarchique. Demain, un conseil national validera les motions présentées au vote des militants socialistes. On connaîtra officiellement le successeur de Martine Aubry. Ce dernier prendra son poste à l'issue du congrès de Toulouse fin octobre. Il a achevé ce midi sa visite à Marseille. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est venu pour mettre sur les rails son plan pour la cité phocéenne. Il appelle les élus locaux à travailler ensemble. On l'écoute. Il était ce matin au micro d'Europe 1. Si je suis ici à la préfecture,
c'est pour réaffirmer l'autorité de l'État. Dire que la République doit être respectée partout. Donc ça va se traduire par des mesures et une réorganisation de la police, de la justice. Un préfet de police de plein exercice, comme à Paris, ça sera une exception sur l'ensemble du territoire national. Des moyens nouveaux pour que la population voit que la police est présente, mais aussi des moyens d'investigation, d'enquête pour casser l'économie souterraine. Et ça se fera aussi en parfaite cohésion avec la justice qui verra aussi ses moyens renforcés. Et la réaction au téléphone de la sénatrice socialiste et maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille, Samia Ghali, bonsoir. Bonsoir. Le Premier ministre a donc passé 2 jours dans la cité phocéenne. Est-ce que vous estimez qu'il a pris la mesure, la température de ce qui se passe à Marseille ? Écoutez, c'est pas faute en tout cas de lui avoir expliqué la situation marseillaise. Je crois qu'il a pris effectivement la mesure et les problématiques marseillaises, puisqu'il y a quand même passé 2 jours. Il a quand même mis en place un comité interministériel pour discuter spécialement de Marseille et faire de Marseille une priorité du gouvernement. Donc je pense que en tout cas l'ampleur de la situation marseillaise a été prise en compte et au moins entendue par le Premier ministre. Et sur place, Samia Ghali, est-ce que tous les élus locaux, d'ailleurs, quel que soit leur bord politique, sont convaincus, sont mobilisés pour le plan du gouvernement ? Écoutez, moi, en tant que sénateur et maire de ce secteur, je suis je serai vigilante, je continuerai à l'être, parce que la situation de ce territoire, elle est malheureusement, croyez-moi, très compliquée et très difficile. Donc je l'ai dit au Premier ministre, c'est très bien, il a envie de mettre en place, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on soit non plus étouffé et complètement écrasé par la lourdeur administrative qui malheureusement souvent nous met dans des situations compliquées et ne permet pas malheureusement d'aller au-delà des dossiers et sortir réellement les dossiers. Pour terminer, Samia Ghali, on a beaucoup parlé après votre appel à l'aide, votre appel à l'armée, des réactions politiques. Il y en a eu beaucoup, mais quelles ont été les réactions des Marseillais ? Écoutez, je crois qu'alors, d'après les sondages, beaucoup de Marseillais, dans la grande majorité, m'ont soutenu. Je parle des Marseillaises et des Marseillais parce que eux vivent, croyez-moi, sont sur le terrain, ils vivent la réalité du terrain, contrairement à certains politiques qui malheureusement sont très 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 loin de la réalité et du terrain. Merci beaucoup Samia Ghali d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci à vous. Dans l'actualité à présent, l'ex-premier ministre Dominique de Villepin est sorti vers 16h tout à l'heure des locaux d'une gendarmerie du 16e arrondissement. Placé en garde à vue durant quelques heures depuis ce matin dans une affaire d'escroquerie présumée visant l'association hôtelière Relais Château, il a nié toute implication dans cette affaire qui touche l'un de ses amis proches. Ils ont laissé éclater leur colère. Les ouvriers de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois sont très amers. Après un rapport d'experts jugeant inévitable la fermeture du site, ils appellent François Hollande, je cite, à mouiller sa chemise pour les sauver. Réponse du président de la République, tout sera fait pour limiter les suppressions d'emplois. Très insuffisant, jugent les ouvriers. On voit tout cela avec Mathilde Bélanger. L'idée était encore inacceptable pour François Hollande il y a quelques semaines, mais aujourd'hui le ton a changé. En visite à Rennes, le président a rencontré des salariés de l'usine PSA de Lajanais visés par 1400 suppressions de postes. Elles ne pourront pas toutes être évitées, a-t-il reconnu. C'est donc un travail de tous qui doit être mené pour qu'il puisse y avoir une réduction du nombre de suppressions d'emplois. Et les pouvoirs publics feront tout pour que nous puissions réduire l'ampleur de ces suppressions de postes, notamment ici à Rennes. Car le rapport rendu ce matin par l'expert du gouvernement est accablant. Depuis 20 ans, l'entreprise a multiplié les erreurs stratégiques. Une restructuration est inévitable, estime-t-il. Le plan de PSA qui prévoit 8000 suppressions de postes et la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois n'est plus tabou. Sur le site, les ouvriers ont laissé éclater leur colère. Ils demandent au président de la République de mouiller sa chemise pour les sauver. Il a reçu pratiquement tout le monde, sauf les salariés de PSA Aulnay. Eh bien, on va y aller la semaine prochaine. On a des choses à lui dire, on a des choses à lui remettre, nos revendications, qu'on ne veut pas être foutu à la porte comme ça. De son côté, Arnaud Montebourg veut réduire le plan social. Il devra être strictement proportionné à la situation réelle du groupe, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le ministre du redressement productif en appelle à un dialogue social exemplaire pour le renégocier. Et nos invités ce soir, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Sonia, bonsoir. À suivre l'interview politique avec l'un des candidats à la présidence de l'UMP. Il est aussi député des Yvelines, Henri Guénaud. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors Jean-Louis, nous allons commencer par la chronique économique ce soir sur PSA. Est-ce que ce rapport d'experts donne raison déjà à la direction de PSA ?
En tout cas, il donne tort à M. Montebourg. C'est-à-dire le rapport a été commandé par M. Montebourg et le rapport contredit les analyses initiales du commanditaire. Parce que effectivement, rappelez-vous, en juillet dernier, le ministre du redressement productif avait dit PSA est un malade imaginaire. Nous n'accepterons pas le plan social. Or, que dit ce rapport? D'entrée de jeu, d'ailleurs, dès la première page, il dit que la restructuration est indispensable. Et il revient d'ailleurs en conclusion. C'est important de préciser que c'est dès la première page parce que c'est pas au milieu d'un rapport, phrase que personne ne pourrait voir. Le rapport que vous avez là? Que j'avais là, bien sûr, et que, évidemment, j'ai décortiqué pour vous. Et puis ensuite, il en passe aux raisons pour lesquelles PSA en est là. Et effectivement, comme cela vient d'être dit dans le reportage, il y a une critique de la stratégie. Pas d'abord, PSA est trop centré sur l'Europe. Il n'a pas vu que les marchés étaient ailleurs. Trop centré sur le milieu de gamme, ce qui fait que effectivement, il est pris en sandwich entre les hauts de gamme allemands et le bas de gamme ou l'entrée de gamme des pays production à bas coût. Donc il s'est trouvé dans une situation où à la fin il perd de l'argent effectivement, donc il n'est pas en bonne santé. Les pertes sont inscrites dans le rapport et le rapport signale bien que PSA brûle du cash chaque mois, c'est-à-dire qu'il perd de l'argent chaque mois en construisant les automobiles. Les salariés interpellent ce soir évidemment le chef de l'État, mais quelle est la responsabilité de la direction, de la famille Peugeot? Les syndicats, en lisant le rapport, et je pense qu'il y a quelque chose, une incompréhension, parce qu'ils disent qu'ils donnent raison à la direction. Ce n'est pas exact. Le rapport critique la raison pour laquelle PSA en est là. Tout d'abord, le fait que PSA donc, a fait des erreurs stratégiques, et il est critiqué à l'intérieur du rapport en disant « et pourtant il y avait de l'argent puisque PSA distribuait 6 milliards d'euros de dividendes ou quasi-dividendes depuis 10 ans et au lieu d'investir sur les nouveaux marchés, sur les nouveaux modèles. » Et puis il y a une question intéressante à l'intérieur du rapport, dit « mais pourquoi c'est Aulnay qui paie les pots cassés ?» Parce qu'en fait, compte effectivement, il y a surcapacité dans l'ensemble de l'Europe, il y a surcapacité chez PSA, les capacités ne sont utilisées qu'à 61%, il faudra utiliser 75% pour que ça soit rentable. Pourquoi Aulnay? Et pourquoi pas, par exemple, Madrid? Le rapport souligne que Madrid est un site industriel de PSA qui est lui aussi obsolète, et il n'a pas choisi Madrid. Et le rapport ne répond pas à la question. Alors on est obligé d'essayer de tenter une réponse, sans doute parce que les Espagnols ont un coût du travail plus faible que le nôtre, mais sans doute aussi parce que PSA, et ça devient politique, sans doute que PSA s'est dit, eh bien, rappelez-vous, Renault avait fermé Vilvoorde en Belgique pour ne pas fermer chez lui en France. PSA s'est dit, pour bien montrer ma détermination de résoudre le problème de la surcapacité, je ferme chez moi, je ferme en France. Et là, il y a quand même quelque part une critique de ce qui est fait par la direction aujourd'hui. Alors Henri Guénaud, on a l'impression quand même que la fermeture de ce site était inéluctable et pourtant, à droite comme à gauche, on a pourtant promis de tout faire pour le maintenir. Nous avons des phrases de l'ancien gouvernement qui disaient la même chose, on va tout faire pour sauver le site. Oui, on va tout faire, mais il y a un moment où, une fois qu'on a tout envisagé, eh bien, il faut se résoudre à fermer. Voilà, moi, je ne vais pas remplacer l'expert désigné par le gouvernement, ni me mettre à la place de la direction de Peugeot. Bon, peut-être que Peugeot est resté trop européen, trop franco-français. Enfin, on peut quand même pas lui reprocher d'avoir essayé de maintenir des activités de production en Europe et en France. Voilà, maintenant... on dirait que ce sont les limites vraiment du volontarisme politique, c'est pas de l'impuissance. Le volontarisme politique, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et n'importe comment. Voilà, le volontarisme, ça ne veut pas dire qu'on peut décréter demain que nous allons avoir une industrie florissante, une croissance maximum, un pouvoir d'achat qui augmente, des salaires qui augmentent aussi. Enfin, je veux dire que ça n'a pas de sens. Le volontarisme politique, ça consiste à essayer de faire une politique qui va permettre à l'industrie de se développer. Mais ça va être, il faut tenir compte de tout. Évidemment, on va tuer l'industrie si on continue à avoir un euro géré comme il a été géré pendant les dernières années. Oui, quand l'euro valait 1,50 $, eh bien, il tuait l'industrie. On en paye le prix. Si on continue à financer nos charges sociales sur le travail, eh bien, on tuera l'industrie. Mais où est-ce qu'on met le curseur entre le laisser-faire, l'État ne peut rien faire, et on peut tout faire? Mais personne, l'État, il peut tout faire, mais il ne doit pas tout faire. Voilà, il peut tout faire, il peut aussi décréter que les licenciements sont interdits, que les délocalisations sont interdites, que les frontières sont fermées, qu'on bloque les prix, mais simplement, il ne doit pas tout faire.
Votre discours est plus facile à dire quand vous êtes dans l'opposition et pas aux manettes du pouvoir. Je ne comprends pas. C'est pas plus facile de dire cela, qu'on ne peut pas tout faire quand on est dans l'opposition que lorsqu'on est au pouvoir? Mais encore une fois, on peut tout faire, mais on ne doit pas tout faire. Voilà, c'est un choix. C'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne doit pas vouloir. Il y a des décisions qui ont des conséquences qui sont bien plus graves que les maux qu'on entend soigner. Donc il ne faut pas tout faire. Voilà, aujourd'hui, interdire les licenciements, on peut le faire. Simplement, on aura plus de chômage à la fin que si on ne le faisait pas. Moi, ce que je veux, c'est un gouvernement qui me dise, voilà, je ne ferai pas ceci parce que ça aurait des conséquences qui aggraveraient la situation. Faire une politique industrielle est une chose. Vouloir s'ingérer dans la politique, dans la stratégie d'une entreprise en est une toute autre. Et j'ajoute que ce soir, François Hollande, sur le dossier Doux, dit que l'État ne laissera personne, je cite, au bord de la route. Ça, c'est autre chose. Dire qu'on ne laissera pas de gens au bord de la route est autre chose que de dire on interdit la restructuration d'un groupe. C'est-à-dire que sur ce dossier, ces deux dossiers, vous n'avez rien à reprocher à l'équipe actuelle. Bon, attendez, il faut être honnête, l'équipe actuelle arrive, l'entreprise Peugeot dit, voilà, j'ai besoin de faire un plan de restructuration, tout le monde reconnaît qu'il y a des surcapacités en Europe, alors peut-être qu'on pourrait faire un autre plan de restructuration, mais enfin, le gouvernement n'a pas dans son tiroir... Je note quand même que votre discours est très mesuré, parce que ce soir, Laurent Wauquiez demande carrément au gouvernement des excuses pour avoir trop promis aux salariés de PSA. Moi, j'aime beaucoup Laurent Wauquiez. Quand on commence à dire ça, c'est non, mais il a le droit de s'exprimer comme il veut. Oui, le gouvernement, c'est vrai que le gouvernement, son premier discours, son premier geste, son premier mouvement était sans doute excessif. Oui, on a envie de sauver Aulnay, oui, on a envie que personne ne soit au chômage, mais je pense que le gouvernement s'est avancé imprudemment, il est obligé aujourd'hui de faire marche arrière, et c'est vrai que c'est un problème, à force de promettre n'importe quoi, eh bien, on finit par décrédibiliser la parole politique. Mais enfin, c'est pas la faute du gouvernement aujourd'hui si Peugeot se trouve dans cette situation. En revanche, c'est la faute du gouvernement si l'industrie, demain et après-demain, se trouvera dans une situation encore plus difficile, parce que la politique économique n'est pas favorable à l'industrie. Malgré beaucoup de déclarations. Je reviens sur l'emploi. A dit dimanche soir qu'il sera en première ligne pour mener la bataille de l'emploi. C'est donc l'Élysée qui pilotera tous ces dossiers sensibles. Vous reconnaissez que la volonté est là, c'est un président au combat? Vous savez, alors là, la guerre contre le chômage, c'est quelque chose que l'on a décrété tous les ans depuis 20 ans ou 30 ans. Inverser la courbe du chômage d'ici un an. Non, mais les hommes politiques devraient arrêter de se comporter de cette manière. À droite comme à gauche. À droite comme à gauche. La politique, ça n'est pas une promesse de résultat, c'est une promesse de faire. C'est peut-être ça votre différence avec les autres candidats à la présidence. Non, mais c'est quand même extravagant. C'est extravagant. Qu'est-ce que vous voulez comment voulez-vous que le gouvernement, celui-là ou un autre, s'engage résolument à ce que la courbe s'inverse? Ça dépend en partie de lui, mais pas que de lui. Voilà, si demain l'euro explose, si l'Europe rentre en dépression, eh bien la courbe du chômage, elle augmentera. On juge un gouvernement non pas sur le fait qu'il va tenir une promesse qu'il ne devrait même pas faire, non, mais sur le fait sur ce qu'il va faire pour essayer. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'allez-vous faire pour lutter contre le chômage? Voilà la question que je me pose. Celle-là, je n'ai toujours pas de réponse. Voilà. Sur lui. Pas de réponse, vous êtes un peu sévère. Non, c'est pire, il y a une réponse, on va augmenter les impôts de 20 milliards. Vous allez voir comment ça va réduire le chômage, ça va être fantastique. Dans son rapport, M. Hollande a bien parlé de réforme du marché du travail, il a parlé aussi de compétitivité, donc vous ne pouvez pas... Monsieur Gombault, c'est une blague. La réforme du marché du travail, personne ne sait ce que ça va être. Attendez, il y a un dialogue social, c'est une bonne chose de discuter. Ah oui, enfin, c'est du dialogue social en disant, d'abord, c'est un peu urgent, donc dire, il y a urgence et dire, on verra à la fin de l'année. Mais on ne sait pas, je veux dire, on les met autour d'une table, débrouillez-vous pour que tout le monde soit gagnant. Bon, on ne sait pas. Donne des signes de bonne très bien. volonté. Oui, avec ça c'est une politique. Ça c'est vraiment, on sait où on va. Bon, et puis après le gouvernement décidera. Il décidera quoi, on ne sait pas. Bon, mais tout le monde sera gagnant. Moi j'attends avec intérêt, mais c'est pas une politique. Je ne sais toujours pas ce que va être la politique. Bon, après on me dit on va baisser le coût du travail en transférant. C'est intéressant. Il y a quelques mois, on nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail, que transférer les cotisations sociales sur la TVA, c'était absurde. Bon, maintenant on nous dit on va le transférer sur autre chose. Quoi? La CSG, c'est moins absurde? Non, pardon, c'est beaucoup plus idiot.
Excusez-moi, Alors... c'est beaucoup plus efficace de le faire avec la TVA. Mais on n'a toujours pas de décision là non plus. On dit peut-être, on verra, on va chercher une autre assiette. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de politique de l'emploi à part l'augmentation massive des impôts et des charges sur les entreprises et sur les ménages. Bon, ça c'est une politique dont on peut être sûr dans la période de dépression où nous sommes, on peut être sûr que ça va créer des emplois et que ça va inverser la courbe du chômage. C'est une blague. Oui. Vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. Pourquoi pensez-vous, croyez-vous que vous êtes, vous, celui qui incarne le mieux le gaullisme? Qui vous a délivré, eh bien, peut-être ce brevet en gaullisme? Mais personne, mais il n'y a pas de brevet de gaullisme. Il y a l'idée que moi je me fais du gaullisme, je ne la retrouve pas chez les autres. Alors voilà. Pourquoi François Fillon ne l'incarne-t-il pas mieux? Eh bien, à mes yeux, il ne l'incarne pas. Voilà, c'est la réponse que vous voulez. Jean-François Copé non plus, ils ont d'autres qualités. Voilà. J'observe d'ailleurs que plus personne n'en parlait, surtout à l'UMP. Le gaullisme, alors c'était vraiment, on parlait de tout. Il y avait l'humanisme, le centrisme, le libéralisme, je ne sais quoi encore. La seule chose dont on ne parlait plus, c'est du gaullisme. Peut-être parce que c'est dans leur ADN. Bruno Le Maire le dit, gaulliste, c'est ce qu'on est. Ah oui, non, c'est ce qu'on est, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on fait. Voilà, le gaullisme, ça se juge, ça commence par le verbe et ça finit par les actes. Alors, le candidat Guénaud. Je vais vous dire, paradoxalement, le président et l'homme politique qui a été le plus gaullien depuis Georges Pompidou, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Parce que c'est le seul qui ait montré un volontarisme politique très fort, voilà, qui est vraiment, non mais qui est remis la question de la France, la question des frontières, la question de l'Europe au cœur du débat politique. Et il l'a fait de façon, au fond, assez gaulienne. C'était peut-être inattendu pour beaucoup, mais il l'a fait. Et croyez-moi, il l'a fait en passant par-dessus ses propres préjugés et aussi par-dessus les préjugés d'une bonne partie de sa majorité. Et vous le savez bien, vous avez été sa plume. À l'UMP, tous, et surtout... que la plume, si vous permettez, je déteste ce mot. J'ai été conseiller spécial du président de la République et il m'est arrivé d'écrire un certain nombre de discours. Voilà. C'est pas une critique, être une plume. Non, mais moi, j'aime pas la plume. Alors, une plume, ça pense pas, ça parle pas. Moi, je pense et je vous parlez là. Voilà. À l'UMP, tous et surtout Jean-François Copé et François Fillon se disputent le totem, l'héritage Sarkozy. Chacun met en avant ses rencontres avec l'ancien chef de l'État. Jean-François Copé l'a vu cet été au Cap-Nep. François Fillon, peut-être le savez-vous, déjeune avec lui demain. Et vous? Et moi, je ne réponds jamais à cette question. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, vous êtes candidat. Non, aujourd'hui, je ne réponds jamais à cette question. Parce que mes relations avec Nicolas Sarkozy concernent Nicolas Sarkozy et moi-même. Voilà, elles font partie de la sphère privée, de la sphère de l'intimité. Je n'impliquerai pas Nicolas Sarkozy dans cette affaire. C'est-à-dire que vous le voyez dans ses bureaux. Mais ça ne regarde personne, ça regarde lui et moi. Ce que nous nous disons, si nous nous voyons, moi je trouve ridicule tous ces gens qui viennent le matin à la radio expliquer que la veille ils ont vu Nicolas Sarkozy, qui ne diront rien sur ce qu'il a dit, mais que ça s'est très bien passé, etc. Non, moi je ne... Voilà, le candidat Guénaud, c'est combien de divisions, combien de soutiens de fédération, combien de parrainages? Mais je n'en sais rien, nous verrons le moment venu. On vient juste de commencer, donc voilà, laissons-les venir. À ce point, vous n'en avez pas, là? Mais je n'en sais rien, si, il a commencé à en arriver, mais ça fait quelques jours. Vous savez ce que c'est que cette procédure qui met à peu près la démocratie... Pourquoi vous êtes allé dans cette galère, puis cette procédure est si compliquée? Parce que d'abord, quand on n'est pas content de quelque chose, on le dit. Donc la meilleure façon, c'était d'être candidat. Vous savez, la politique, c'est simple. On a quelque chose à dire, on se lève et on le dit. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais cette procédure est absurde. Voilà, absurde, totalement antidémocratique. Elle place la démocratie à l'UMP à peu près entre Cuba et la Corée du Nord. Voilà. Non, mais je peux vous raconter un tas de trucs. C'est une procédure nord-coréenne, vous diriez. Oui, personne ne peut, sans avoir de fichier, sans avoir d'adresse, sans rien, trouver 8000 parrainages, sauf à faire ce qu'on fait. Bon, le secrétaire général, par définition, il écrit tous les jours aux militants, je ne lui reproche pas. Mais les autres, ils font quoi? François Fillon, il fait quoi? Il se trouve plein d'élus, c'est la politique des notables, qui vont faire signer des... Mais si, c'est comme ça. Voilà, qui vont faire signer à des militants des bulletins pré-remplis. Voilà. Je voudrais votre réaction extraordinaire. Moi, une militante m'a écrit hier, elle est allée dans une permanence. On lui a donné, elle voulait poser un bulletin pour moi, on lui a donné un bulletin pré-rempli. Et là, les gens de la permanence n'ont pas voulu changer le nom. C'est extraordinaire. Vous appelez ça de la démocratie. Bon, voilà, mais c'est comme ça, et ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire, et de trouver qu'il n'y a pas assez de gaullisme, et de me présenter. À présent, sur un sujet de société important, Christian Taubira a dévoilé aujourd'hui les grandes lignes de son projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Nous allons voir en détail ce projet, et on en parle juste après avec vous. C'est un sujet de Cécile Sixou.
Jérémy, en couple depuis plusieurs années, rêve de passer devant le maire. Avec son ami David, ils ont même déjà franchi le pas, mais à Las Vegas. Un contrat sans valeur, alors la nouvelle loi reconnaissant le mariage homosexuel, il l'attend avec beaucoup d'espoir. Dès que le mariage est promulgué, on envoie les faire-part direct. Et pour nous, ça sera juste une question de temps, d'organisation, mais pour nous, le mariage, ça sera pour demain. La deuxième étape, ça sera de donner de l'amour à quelqu'un d'autre, donc tendre vers l'adoption. L'adoption, justement, la garde des Sceaux souhaite un accès aux procédures identiques pour tous. En revanche, Christiane Taubira exclut du dispositif la procréation médicale assistée au sein du couple lesbien. Une disposition défendue par la sénatrice Esther Benbassa. La sénatrice écologiste va même plus loin en souhaitant l'ouverture de l'adoption aux couples pacsés et concubins. À peine ouvert, le dossier du mariage homosexuel provoque un couac au gouvernement. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, fait des annonces sans avoir même consulté sa collègue Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille. Henri Guénaud, votre réaction sur ce projet de loi ? Non, mais d'abord, j'ai pas vu le projet de loi, j'ai vu les déclarations de Madame le garde des Sceaux. Je pense que c'est un sujet qu'on peut pas traiter comme ça. Enfin, c'est à l'emporte-pièce. Voilà, s'il s'agit, je suis contre le principe du mariage homosexuel, mais on ne peut pas régler le problème de cette manière. Comment alors ? Mais il va falloir en discuter. C'est un problème. Non, je pense que le référendum, ça n'est pas bien, mais il va falloir avoir une très large discussion avec la société française, parce que c'est un problème très complexe, parce qu'il faut respecter les souffrances des uns, les aspirations des autres, les principes religieux, politiques, philosophiques de chacun. Voilà, c'est pas un problème, c'est un problème qui rencontre des difficultés humaines très profondes. On ne peut pas le traiter comme ça. Je refuse de le traiter de façon aussi caricaturale que celle qui consiste à répondre en un mot ou en deux mots sur un plateau de télévision à un article de... Mais vous avez donné votre position quand même. Non, mais ça, oui, sur le principe, mais je l'ai déjà dit. Mais encore une fois, surtout ne caricaturons pas ce débat. Surtout n'ayons pas... Non, je ne parle pas de vous. Je dis surtout faisons attention à nous respecter, bien attention à nous respecter les uns les autres, à ne blesser personne dans cette affaire. Merci Henri Guénaud. Merci d'avoir été notre invité. Restez avec nous, je pense que ça va vous intéresser. Et j'accueille avec plaisir pour la chronique Net d'Info notre journaliste Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors dites-nous, parlez-nous de ce qui fait l'actualité sur le web. Alors le buzz, c'est le soutien inattendu de Serge Dassault à Manuel Valls. Oui Sonia, je vous parle bien de l'industriel, du sénateur UMP, du patron du Figaro qui félicite le ministre de l'Intérieur socialiste pour son action. Cette petite perle a été dénichée par nos confrères du Lab sur un blog d'info local de l'Essonne. Alors la scène se passe le 5 septembre dernier. Manuel Valls inaugure la foire de Corbeil-Essonne. Parmi les politiques présents, le sénateur et ancien maire de la ville, Serge Dassault, qui prend le micro à brûle-pourpoint pour dire tout le bien qu'il pense de la politique menée par Manuel, comme il l'appelle, et lui assure du soutien du Figaro. Regardez. Pour moi, pour nous, la sécurité n'est ni de gauche ni de droite. C'est la sécurité qui concerne tout le monde. Et je dois lui dire que nous sommes très heureux de son action. Et c'est pour ça qu'il a, disons, l'appui du journal bien connu, etc. Voilà. Mais s'il fait des bêtises, il en parle. Actuellement, c'est très bien. Et pour les Roms et tous les autres, c'est formidable. Donc bravo Manuel et continue. Bravo Manuel et continue, mais un Manuel Valls qui visiblement n'est pas très à l'aise, même s'il s'en est défendu ce matin. Il faut dire, comme le rappelle le Huffington Post, que les deux hommes se sont plusieurs fois affrontés par le passé, notamment en 2002 lors des élections législatives, où le jeune Manuel Valls ne mâchait pas ses mots à l'égard de son concurrent. Regardez cet extrait d'un reportage de France 2 exhumé par l'INA.fr. Le thème d'assaut, c'est croire qu'on peut tout acheter. Qu'on peut acheter la presse, qu'on peut acheter la jeunesse, qu'on peut acheter la paix sociale. Et c'est ça qui met le feu parfois à nos quartiers. Et c'est ça qui crée ce clivage, cette séparation entre les élus et les citoyens. Une chose est sûre, Sonia, c'est que le ministre de l'Intérieur ne laisse personne indifférent. Si sa grande fermeté à l'égard des Roms irrite à gauche, à droite, on a plutôt tendance à l'applaudir. Et comme l'ont relevé certains sur Twitter, cet après-midi, il y avait un drôle de sondage sur le site de l'UMP. À la question
Pensez-vous que le gouvernement est encore crédible en matière de lutte contre l'insécurité? Ils étaient 52% cet après-midi à répondre oui. Oui à Manuel en quelque sorte. Mais à l'heure où je vous parle, la tendance s'est inversée et donc la logique opposition-majorité a repris ses droits. Henri Guénaud, vous connaissez le surnom de Manuel Valls? Le Sarkozy de gauche. Il le mérite? Non, mais ça, c'est ce genre de surnom. Lui, ça l'énerve. Ridicule, mais c'est quelqu'un dont je respecte les convictions républicaines, voilà, et la fermeté. Mais je pense qu'il va avoir beaucoup de problèmes avec avoir beaucoup de problèmes avec les forces politiques et sociales qui ont porté M. Hollande au pouvoir. On les a vus à la Bastille le 6 mai au soir. Je pense qu'elles ne sont pas très favorable à la fermeté républicaine. Merci Henri Guénaud, merci Caroline, merci Jean-Luc Gombault. La suite du 22h à présent, tout autre sujet. De nombreuses familles en France, et peut-être en faites-vous partie, souffrent de mal logement. Certaines sont en attente de logements sociaux depuis plus de 10 ans. Pour tenter de remédier à cette situation, le projet de loi de la ministre Cécile Duflot propose un quota de 25% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants. Le texte est ambitieux, mais vous allez voir dans ce reportage, il y a vraiment urgence. Joachim Rob. Un lundi ordinaire dans une permanence du DAL. Ils sont plusieurs dizaines à espérer un logement social. Je suis dans un petit F2 avec mes 3 enfants. Les 3 enfants, ils dorment dans la même chambre. Moi, je dors dans le salon dans un clic-clac. Populaire ou plus aisée, de nombreuses familles souffrent de la pénurie de logements. Un problème que connaît bien Maglone, enceinte de son 3e enfant. Et donc là, vous avez la chambre des enfants, du grand de 4 ans et du petit de 2 ans. Donc le 3e, il va aller avec nous dans la chambre, parce que là, il n'y aura plus la place. Maglone et son mari rentrent parfaitement dans les critères pour obtenir un appartement intermédiaire. En arrivant à Paris en 2001, le couple dépose donc une demande. La première, on l'a fait il y a 10 ans. Et là, toujours rien. Chaque année, on relance, on renvoie c'est l'avis d'imposition, je crois qu'on doit renvoyer chaque année. On reçoit la lettre, on la renvoie. Mais bon, on n'a pas eu de nouvelles là. 10 ans d'attente, aucune proposition et la famille qui s'agrandit. Un cas malheureusement fréquent, plus d'1,5 million de personnes attendraient un logement social, dont 400 000 en Ile-de-France. La loi Duflot y imposerait 25% de logements sociaux, bien loin des 7% que compte Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Son maire assume son opposition au HLM. Est-ce que ça a un sens que l'État fixe de façon centralisée un même objectif pour toutes les communes, sans tenir compte de leur histoire, de leur géographie, de leur urbanisme? Je me battrai bec et ongle pour garder la maîtrise de l'urbanisme sur ma commune, parce qu'il en va de la démocratie. Une attitude que dénonce la Fondation Abbé Pierre, auteur de plusieurs rapports sur le mal logement. Il n'y a pas à discuter. La loi, c'est la loi. Et puis quand il y en a qui ne la respectent pas, il faut vraiment que ça tombe derrière. Quand on grille un feu, on est pénalisé. Et puis quand on en grille encore un, peut-être ça va monter, et puis etc. etc. Donc voilà, la loi est la même pour tout le monde. Et puis surtout, ça va dans le bon sens. Un tiers des communes françaises restent en dessous des obligations légales. Mais il y a aussi de bons élèves comme Courbevoie. Le logement social, ça peut être très bien, aussi bien pour votre fils que pour votre fille. Il faut bien penser à ça. Il faut essayer de dire aux gens, mais attendez, le logement social, si c'est votre fils qui en a besoin ou votre fille, vous serez bien contente qu'on vous le trouve. Je ne vois pas comment je vais payer, si vous voulez, une amende pour ne pas avoir de logements sociaux, alors que j'ai mes permanences tous les jeudis et qu'on vient me voir en particulier pour des logements sociaux. Le gouvernement espère une adoption rapide de son projet de loi pour aboutir à la construction de 150 000 logements sociaux par an. C'est une urgence nationale, estime le gouvernement. Le logement, et en particulier le logement social, est au cœur des débats au Sénat. C'est aussi le thème de notre débat ce soir avec de nombreux invités. Je vous les présente avec plaisir. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénatrice socialiste et ancienne ministre du Logement. Avec nous également Jean-Claude Drian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris, auteur de nombreux livres, dont Les politiques de logement en France. Je crois que c'est le dernier qui date de 2009. C'est ça. Avec nous également Philippe Dallier, bonsoir, sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis. Vous allez bien? Je me permets de prendre de vos nouvelles. Je vais bien. Bon. Avec nous également Christophe Delton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'Emmaüs France. Messieurs, madame, d'abord peut-être, est-ce que vous êtes d'accord sur le constat? Il y a vraiment urgence, Philippe Dallier, sur ce sujet? Urgence, écoutez, qu'il y ait une crise du logement qui dure depuis un certain nombre d'années, c'est une évidence. Que les logements soient trop chers, qu'il soit difficile de trouver un logement social, effectivement. Que l'on soit resté 10 ans sans rien faire, ça c'est absolument faux. On est passé 42 000 logements sociaux financés dernière année Jospin à 120 000.
Qu'il faille poursuivre l'effort, on peut en discuter. Toute la question est de savoir où est-ce que l'on fixe la barre. Et ensuite, alors il y avait 20%, on nous demande maintenant 25%. Et la question, c'est comment est-ce que l'on considère les collectivités locales auxquelles on va demander de faire cet effort. Ce texte a les mêmes défauts que celui de 2000. Il traite la Seine-Saint-Denis comme la Creuse. Or, tout le monde le sait, la Creuse et la Seine-Saint-Denis sont dans la même situation. Pas faire autant d'efforts en matière de logements sociaux. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que quand on veut parler de mixité sociale, puisque c'est ça l'objectif, qu'est-ce que c'est que la mixité sociale? Est-ce que vous croyez qu'on peut utiliser la même définition quand on est dans une commune de 20 000 habitants en plein milieu de la Seine-Saint-Denis ou lorsqu'on est aguerré dans la Creuse? Moi, je dis que le meilleur critère de la mixité sociale, c'est le revenu moyen par habitant. Or, c'est pas ça qu'on prend. On prend le nombre de logements sociaux construits. Ça tient compte de l'histoire de la ville, de ses capacités foncières, etc. Donc on simplifie trop, alors que c'est un débat complexe. Oui. Marie-Noëlle Lienemann. D'abord, dans notre reportage, on l'a vu, les maires sont divisés, quel que soit le bord politique sur ce sujet. Tout à fait. C'est plutôt à droite qu'on est divisé. Le nombre de maires de gauche qui ne sont pas d'accord est infime. Il y en a, ils existent, on est d'accord. Infime. En tout cas, moi je pense que cette loi est très importante. Pourquoi? Parce que d'abord, le gouvernement et le président de la République ont pris un engagement de réaliser 150 000 logements sociaux par an. Alors bon, on peut se renvoyer la balle de à qui a la responsabilité de la crise. Ça, on va le faire tranquillement les uns et les autres. Simplement, quelle que soit la responsabilité, il faut maintenant au moins progresser de façon significative. Et le cœur du cible, c'est du logement social et du logement social abordable. C'est pas le seul, mais c'est le cœur de cible. Pour faire du logement social, il faut d'une part des terrains, c'est un des volets, et deuxième, il faut des emplacements. Alors soit on construit les 150 000 logements sociaux en les reconcentrant dans les mêmes endroits, soit on dit on veut diffuser, à la fois parce que ça porte un idéal politique, le brassage social, la mixité sociale, qui est une forme de déclinaison de l'idéal républicain sur les territoires, le vivre ensemble, soit on considère que tout ça n'est pas important, qu'on les construit n'importe où, et on va se retrouver avec des aberrations qu'on a connues. Donc, je crois que cette loi, c'est une bonne loi. On augmente de 20 à 25, mais pas partout. Monsieur Daillé. Oui, dans les communes, de plus de 3500 habitants. Non, pas seulement. On dit que s'il n'y a pas de demande de logements sociaux sur ce territoire, si on n'est pas dans une zone où il y a une forte demande de logements sociaux, alors le seuil reste à 20. Et le seuil de 20 à 25... Donc vous êtes pour aller encore plus loin? De toute façon, c'est ce qu'on vote. Oui. Ce que, si c'était pour faire appliquer la loi, il n'y a pas besoin d'un nouveau texte législatif. C'est d'ailleurs un vrai sujet de savoir comment ça se fait que la loi est si mal appliquée. Je voudrais tordre le cou à une polémique, à peut-être une polémique ou une fausse idée, vous allez nous le dire, Jean-Claude Drian. Est-ce que c'est vrai que certains logements sociaux sont attribués encore aujourd'hui à des familles aisées? On parle de plus de 300 000 logements. Alors, attribuer aujourd'hui des logements sociaux en grande quantité à des familles aisées, je crois que non. Je crois qu'il faut vraiment arrêter avec ce type de propos ou ce type de polémique, parce que c'est pas vrai. Qu'il y ait aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de logements sociaux, mais qui sont très minoritaires, beaucoup moins nombreux qu'on ne le dit souvent, qui sont effectivement occupés par des gens qui ont des revenus aisés, parce que leurs revenus ont augmenté, parce que... Au fil des années. Mais au moment de l'entrée, aujourd'hui, les choses sont tout à fait cadrées, les organismes de logement social font extrêmement attention à ça. Ils sont d'ailleurs très surveillés sur ce sujet-là. Donc je crois qu'il faut vraiment tordre le cou à ce genre d'idée. Alors Christophe Deltombe, qui attend des logements sociaux? Combien il y a de ménages aujourd'hui en France qui nous regardent peut-être et qui attendent depuis des années ces logements? Effectivement, c'était votre question de départ. Est-ce qu'il y a urgence? Mais il y a urgence. La pénurie de logements, c'est de l'ordre de 900 000 à peu près qui manque. 500 000 logements sociaux, c'est à peu près les chiffres qu'on donne. Et par ailleurs, vous avez une population qui est très mal logée de plus de 3 millions de personnes, 3,5 millions selon la Fondation Abbé Pierre. Et vous avez 600 000 logements qui sont de véritables taudis. Et vous avez par ailleurs 100 000 personnes à la rue, 100 000 personnes qui vivent dans des campings à l'année. Donc une population très importante qui est en situation de très mal logement, voire de mal logement. Et évidemment, il y a une urgence. Et pourquoi il y a une urgence? Parce que le logement, il est central. Il est central pour toute population. Imaginez que plus de 2 millions d'enfants sont mal logés aujourd'hui en France. Ce qui veut dire que ces enfants qui, dans la vie, doivent avoir ce minimum d'encadrement, de lieu, d'espace pour pouvoir démarrer dans la vie, ils ne l'ont pas. Ils sont en position difficile. Et évidemment, tous les handicaps vont suivre. Les handicaps à l'école, les handicaps sociaux. On voit bien que le logement est absolument central. C'est pourquoi, oui, il y a urgence. Alors, quand on entend tout cela, on a du mal à comprendre pourquoi certains maires sont encore, rétifs. Ils parlent
Alors, il y a plusieurs raisons. Ils disent qu'il n'y a pas ou peu de terrain disponible, que leurs riverains, souvent, sont hostiles à la construction d'HLM. Ne mélangeons pas tout. Écoutez, il y a quelques maires, et peut-être se comptent-ils sur les doigts de 2 poignées de main, qui affirment ouvertement, effectivement, qu'ils ne veulent rien faire. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. L'immense majorité des communes soumises à l'article 55, les 2 tiers ont rempli leurs obligations, il y a 1 tiers qui a des difficultés à les remplir. Donc arrêtons de faire croire aux Français que la crise du logement, c'est uniquement dû à la vingtaine de maires qui proclament urbi et orbi qu'ils ne veulent rien faire, c'est faux. Ce que je dis encore une fois, c'est que bien sûr qu'il y a urgence, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais vous m'excuserez, moi je suis maire d'une commune en Seine-Saint-Denis, le revenu moyen par habitant, c'est 24% en dessous de la moyenne régionale. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de mixité sociale chez moi. Historiquement, ma commune gérée par le Parti Socialiste pendant 83 ans, vous m'excuserez, avait 7% de logements sociaux en 95 quand je suis devenu maire. Elle en a 13%. On était en passe de remplir nos objectifs de la loi SRU et tout d'un coup on modifie la règle et on nous dit il va falloir en faire 1200. 1200 logements sociaux uniquement dans une ville de 20 000 habitants. Qu'est-ce que je vais faire ? Pour faire de la mixité, il faudrait que je construise 2500 logements en plein milieu de la Seine-Saint-Denis. Vous comprenez ça? Oui, et c'est pour cela que je dis qu'il faut sortir un peu du manichéisme. Et il faut que les critères qui permettent de faire le tri entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas soient clairs et qu'on adapte ça au terrain. Bon, alors, d'abord, ça fait longtemps qu'on a ce genre d'argument. C'est pas possible que j'atteigne les 20% chez moi. Je rappelle que pour avoir du logement social, il ne faut pas simplement faire du neuf. Vous avez 2 autres types de possibilités. Vous achetez de l'ancien qui devient géré par des bailleurs sociaux. Mais même le privé sous conventionnement, c'est-à-dire par exemple aidé par le renouvellement de l'ANA, et en particulier dans des communes où il y a de l'habitat insalubre qu'on reconfigure en logement digne aidé par l'ANA, compte dans les 20%. Donc même à supposer que vous n'ayez aucun terrain, il y a quand même beaucoup d'endroits où quand vous regardez le nombre de mutations, il y a des solutions. Jean-Claude Riant, est-ce que vous pensez, on a vu l'objectif du gouvernement, 150 000 logements sociaux par an, c'est atteignable? Difficilement. Difficilement, mais je pense que c'est pas mal de se fixer un cap un peu ambitieux. C'est bien de l'atteindre. Excusez-moi, on en a financé 130 000. Financé et construit, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça sera la même chose pour vos 150 000. Il y a aussi un certain nombre de choses qui sont pas des logements ou qui sont. Ah bon, la comptabilité en la matière est assez complexe. Mais c'est bien d'avoir un objectif important. Je crois qu'il y a quand même 2 sous-questions dans cette affaire. Il y a une question de quantité. Il y a un déficit de logement social dans ce pays aujourd'hui, et il y a un enjeu très fort lié à l'urgence de la crise du logement. Et puis il y a un deuxième enjeu qui a à voir avec cet article 55 de la loi SRU, les 20 à 25%, c'est que ce parc de logement social, aujourd'hui, celui qui existe, il est très mal réparti dans l'espace. Et qu'il y a un enjeu d'une meilleure répartition dans l'espace. Et c'est ça qui justifie qu'on force la main à un certain nombre de communes. Dans certains cas, c'est difficile. Évidemment, il faut certainement trouver des souplesses. Mais il n'y en a pas dans le texte. Mais améliorer, il y en a, un petit peu. Mais je rappelle que entre la Creuse et l'Île-de-France, il y en a en tout cas. Mais de toute façon, c'est pas dans la Creuse qu'il y a des problèmes d'application de la loi SRU. Donc oui, mais justement. Quand vous dites que les souplesses sont dans les zones non tendues, bien évidemment que l'agglomération parisienne, il n'y a aucune souplesse. Les souplesses. Or, c'est pas dans la Creuse que les besoins sont les plus importants. D'accord, Madame Lienemann. Et donc il n'y aura pas de souplesse en région Île-de-France. Parce que par exemple, je tiens à vous dire que les pénalités sont données par le préfet en fonction, justement, elles ne sont pas obligées d'être les mêmes partout, puisqu'on doit tenir compte de la bonne volonté des élus, les progrès qui sont faits, leur réalité objective. Donc, c'est pas aveugle, je ne veux voir qu'une seule tête. En revanche, c'est pas on trouve des moyens pour se défiler. Alors, je voudrais quand même dire une chose sur les 150 000 logements. C'est vrai que c'est pas facile. Mais on a un devoir d'abord de vérité des chiffres. Parce que si c'est pour essayer de camoufler le nombre de dossiers, le nombre de construits, moi je dis qu'on a besoin maintenant de se mettre tous autour de la table pour savoir comment on mesure vraiment les logements sociaux. Parce que je donne un exemple, et sans mettre en cause la mauvaise volonté des chiffres du gouvernement précédent. Parce que probablement, si on prend le même truc, l'exemple c'est en 10 ans, 4 millions de logements HLM il y a 10 ans, 4 450 000 aujourd'hui. Ça veut dire seulement 45 000 par an. Voilà. Je voudrais qu'on finisse, c'est la conclusion. Elle est pour vous, parce que vous nous parliez tout à l'heure de l'aspect humain, de ces enfants, de ces familles, etc. Je voudrais que vous nous parliez d'eux. Comment est-ce qu'ils vivent ces difficultés aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui viennent vous voir sur ce problème-là? On a de plus en plus de difficultés parce que la crise, évidemment, est là et parce que, par ailleurs, cette pénurie, malheureusement, n'a pas été résorbée à la hauteur du problème. Je ne suis pas là pour aller dessiner des décorations ni des
des mauvais points, c'est pas mon problème. Moi, je constate simplement que nous recevons de plus en plus de personnes en très grande difficulté, que malheureusement des enfants sont frappés par ces situations, et qu'au-delà même du mal logement, vous avez aussi toutes les questions qui tournent autour du saturnisme, etc., qui sont véritablement des handicaps énormes pour les enfants. Il faut qu'on prenne la mesure de cette affaire et qu'on dépassionne le débat pour aller vers vraiment des solutions qui soient Merci pour ce débat, un petit peu court, mais nous avons pu aborder les principaux points. Trop court, mais le débat se poursuit au Sénat, bien sûr. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Belle soirée et à demain avec plaisir.